La première histoire s'appelle Amamelin et Elias. Je précise, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que vous arriviez, ce ne sont pas des histoires crépies, ce sont vraiment des histoires et légendes. Amamelin avait une sœur et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamelin lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Elle vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante. Il grandit et devint un homme. Ça commence bien. Il s'appelait Elias. Il n'est rien qu'Amamelin, qui n'était pas dupe de la supercherie, ne tenta pour attirer Elias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui et il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Elias se rendit chez Amamelin. Il avait très soif et celui-ci tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roches pures et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Amamelin allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Elias prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces, et là où les souliers avaient touché le rocher, ils avaient laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amamelin l'avait vu et le suivait. Au moment où Elias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamelin derrière lui, qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Il eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amamelin marcha jusqu'à une vallée et avec des petites pattes d'animaux morts, il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il y mit ainsi 3 vieux chameaux, l'un borgne, l'autre gâteux, et le troisième ayant la queue coupée. Je sais pas, c'est pas précisé, donc je saurais pas te dire. Je connais pas l'histoire. Il rentra chez lui et le lendemain, il proposa à Elias, en échange de sa tranquillité, « Va visiter cette vallée au loin. Tu nous diras ce qu'il s'y trouve. » Elias se rendit dans la vallée et lorsqu'il fut de retour, Amamelin lui demanda « Eh bien, as-tu visité cette vallée ?»« Oui, je l'ai visitée. »« Et que s'y trouve-t-il? Le pays te plaît-il, oui ou non ?»« Il me plaît, seulement il y a des traces d'animaux morts et 3 vieux chameaux, dont l'un est borgne, l'autre gâteux et le troisième à la queue coupée. » « Comment distingues-tu la trace des animaux vivants d'un animal mort? » La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. À quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne ou qu'il a ses 2 yeux? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau gâteux? On reconnaît un chameau gâteux parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Et qu'est-ce qui te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée et celui qui a sa queue? Lorsque le chameau n'a pas de queue et qu'il vient de fianter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Il est observateur.
Quelque temps plus tard, Amamelon, qui ne s'avouait pas vaincu, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes, dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Élias, « Demain, tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mis en tas. » Le lendemain, Amamelon prit les devants et se blottit dans un tas d'herbes, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulait pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. « Tu as rassemblé tous les tas d'herbes? Pourquoi laisses-tu celui-là » ? « Celui-là respire, dit Élias, les autres ne respirent pas. » En entendant cela, Amamelon se leva précipitamment, saisit son javelot et le lança contre Élias qu'il manqua. Il s'écria alors, « Va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur, que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. » Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité. Pourquoi tant de haine, n'est-ce pas? Ça, c'était la première histoire. Celles-là, en tout cas, ce sont des histoires que je n'ai jamais entendues. Après, j'ai vu qu'il y avait des histoires que l'on connaît, comme celle de Blanche-Neige, etc. Donc, à voir si elles ont été transformées ou si elles ont été reprises, si elles ont gardé leur essence d'histoire de base. C'est pas d'une meuf, c'est un homme. Ouais, t'inquiète, Choupi. L'histoire suivante s'appelle Aventure dangereuse. Des hommes étaient en voyage, en chemin. Ils s'arrêtèrent chez des anthropophages. Quand ceux-ci les virent la nuit, ils se mirent à se réjouir, les saisirent tous et les emprisonnèrent dans des cages de fer, 2 par 2, dans chaque cage. La nuit et le jour, à chaque moment, ils leur donnaient à manger. Quand ils furent bien gras, ils en mangèrent 3. Une nuit que les anthropophages dormaient, un des prisonniers qui était avisé chercha un moyen de sortir avec ses compagnons. Quand il eut fait un trou par où pouvaient sortir 2 hommes, tous s'évadèrent. Le bruit du fer réveilla les gens qui se mirent à leur poursuite avec leurs lions et leurs serpents, et ils les reprirent tous, excepté 2, parmi lesquels était le plus avisé. Ceux-ci parvinrent à s'échapper parce que, en entendant les anthropophages sur leurs traces, ils avaient construit une hutte d'herbe où ils s'étaient cachés, de sorte que personne ne les vit. Quand leurs ennemis furent partis, ils enlevèrent l'herbe et s'endormirent. À son réveil, l'avisé s'aperçut qu'un lion avait dévoré son compagnon. Il demeura stupéfait et effaré jusqu'à ce qu'il pût sortir de l'antre du lion et s'enfuit. Il aperçut une tente au loin, vers laquelle il se dirigea. Il y vit une femme qui lui dit « Sois le bienvenu » et le bien accueilli. Et la bien accueilli, le bien accueilli, ça se dit ça? Jamais entendu. Puis elle l'invita à s'asseoir sur une natte sous laquelle était dissimulé un trou. Quand l'avisé se fut assis, la femme tira la natte par-dessous et l'homme tomba dans un puits.
Il y resta jusqu'à l'arrivée du maître de la tente, portant 2 hommes qu'il avait égorgés. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé avec la visée, puis ajouta: Va le tuer aussi, il est plus gras qu'eux. Mais le prisonnier saisit le maître de la maison par ses longues tresses et le tua. Contrefaisant sa voix, il demanda à la femme de le faire remonter. Celle-ci obéit, croyant qu'il s'agissait de son mari. À la vue de la visée, elle fut prise de terreur. Celui-ci l'obligea à lui livrer tout ce qu'elle possédait, en fait d'ornements, d'argent, de parures, d'esclaves, de chameaux, de moutons et de brebis. Elle lui donna tout cela, et il put revenir vers les siens. Ce conte s'agit des contes berbères de Delphine Baudet. Ce sont tous des contes qui existent vraiment, en fait, avec leurs auteurs. Ce sont des auteurs de contes. Celui que nous allons lire là maintenant, c'est un conte d'Amérique de Bertrand Dubois. Bon, attendez, parce que maintenant, il faut que je remonte. Le titre de cette histoire s'appelle Bâton tape. Il était une fois une famille pauvre qui comptait 3 fils, Pierre, Jacques et Jean. Un jour, Pierre, l'aîné, dit: je vais aller chercher du travail et je reviendrai quand je serai riche. Il partit sur la grande route et marcha. Un soir, n'ayant plus qu'un crouton de pain à se mettre sous la dent, il rencontra une vieille qui lui demanda: voulez-vous m'indiquer le chemin pour aller à Châteauguay? Pierre la renseigna, puis elle dit: avez-vous quelque chose à donner à une vieille pauvresse? Pierre lui donna son couteau de pain. La vieille l'accepta et lui dit: je suis une fée. Pour te remercier de ta gentillesse, voilà une nappe blanche. Tu n'auras qu'à dire nappe, mets la table, et aussitôt des mets de toutes sortes s'y poseront tout seuls. Oh, merci, merci, fit Pierre. S'empressant de reprendre la route en direction de chez ses parents, il marcha et marcha d'un bon pas, mais la nuit arriva. Il était fatigué, alors il s'arrêta dans une auberge. Avant de dormir, comme il avait faim, il sortit sa nappe et commanda: nappe, mets la table. Aussitôt la nappe se déplia sous ses yeux et se couvrit de mets succulents et de fruits appétissants. Mais l'aubergiste avait vu le manège et dans la nuit, il vola la nappe qu'il remplaça par une autre identique. Le lendemain matin, Pierre quitta l'auberge et fila vers sa maison. « Voyez, s'empressa-t-il de dire à ses parents, je rapporte une nappe merveilleuse qui se couvre de mets et de fruits délicieux, vous allez voir. » Il sortit la nappe blanche de son sac et lança: « Nappe, mets la table. » Mais la nappe resta pliée et rien n'apparut. Alors Pierre la saisit, la déplia, l'examina et constata que ce n'était pas la sienne. « Ça doit être l'aubergiste qui me l'a volée, s'écria-t-il. Alors que l'un des frères, Jacques, annonça tout à coup: « Moi aussi je pars chercher du travail et je retrouverai bien la nappe de Pierre. » À son tour, il marcha. Il arriva un bon matin au bord d'une rivière sans beaucoup d'eau, où était assise une vieille femme, toute courbée par l'âge. Le voyant approcher, elle l'interpella: « Voulez-vous m'aider à traverser la rivière ?» Jacques y consentit sans hésiter. Arrivé sur l'autre rive, la vieille lui dit: « Je suis une fée. Pour te récompenser de m'avoir secouru, je te donne cette poule. » Et elle sortit une poule de sous son manteau, ajoutant: « 10 poules, ponds-moi de l'or, et elle pondra de l'or. » Enchantée,
Jacques remercia la vieille dame et s'empressa de rentrer chez ses parents. Il marcha longtemps et finit par s'arrêter pour dormir à l'auberge où son frère Pierre avait fait justement une halte. Il monta dans sa chambre et dit à la poule: « Poule, ponds-moi de l'or. » Et la poule pondit 3 œufs d'or. Pour payer sa dépense, il en donna un à l'aubergiste qui eut des doutes sur sa provenance. Durant la nuit, ce dernier alla dans sa chambre où dormait son client, vit la poule et la vola. Il la remplaça par une autre, en tout point semblable. Pauvre bête. Le lendemain, Jacques arriva à la maison tout joyeux en disant: « Voyez ma poule, elle pond de l'or, regardez bien. » Il posa sa poule sur la table et dit: « Poule, pond de l'or. » Tout ce que fit la poule, c'est... Elle branla la tête et chanta « Cat, 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 canette !» Jacques était bien peiné. Il s'écria: « Ah, c'est le vilain aubergiste qui m'a volé ma poule. » Alors Jean, le plus jeune des 3 frères, dit: « C'est à mon tour de tenter ma chance. Je pars chercher fortune. » Chier sur la table. Comme ses frères avant lui, il marcha sur le chemin. Puis, à la tombée du jour, il arriva à l'ornée d'un grand bois où se tenait une vieille femme qui lui dit: « Mon cher petit, voulez-vous m'aider à traverser ce bois? Il fait bien noir et j'ai peur des voleurs. » Volontiers, dit Jean. Il prit alors la main de la vieille dame et la conduisit de l'autre côté du bois. Arrivée là, la vieille se redressa et déclara: « Je suis une fée. Pour te récompenser de ta gentillesse, je te fais cadeau de ce bâton. Tu n'auras qu'à dire « bâton, tape » et aussitôt, il se mettra à taper sur qui tu voudras. » Jean était enchanté. Il remercia la fée et se dirigea bien vite vers la maison où l'attendaient ses frères et ses parents. Mais la nuit tomba et Jean était fatigué. Il s'arrêta dormir à l'auberge, la même où ses frères avaient fait halte. Après une bonne nuit de repos, il demanda à l'aubergiste: « C'est vous qui avez volé la nappe de mon frère, la nappe qui met la table ?» « Jamais de la vie, » répliqua l'aubergiste. « Je n'ai rien volé du tout. »« Vous allez me la rendre ou je vous fais cogner par mon bâton, » dit Jean. « Je n'ai rien à rendre, protesta le bonhomme. « Soit, » fit Jean. « Alors, bâton, tape. » Aussitôt, le bâton s'abattit sur l'épaule de l'aubergiste. Bang, bang, pan, pan. L'aubergiste se sauva en se lamentant et en criant: « Arrêtez, arrêtez votre bâton. Pas tant que vous ne m'aurez pas rendu la nappe de mon frère, répondit Jean. Le corps meurtri, l'aubergiste sortit enfin la nappe blanche du buffet et la donna à Jean, qui arrêta son bâton. Puis le jeune homme s'en alla sur son chemin, mais le soir même, le voici de retour demandant asile pour la nuit. Et le lendemain matin, il dit à l'aubergiste: « Maintenant, rends-moi la poule que vous avez volée à mon frère. » « Je n'ai pas volé de poule, » protesta l'aubergiste. « Si vous ne me la rendez pas, je vais vous cogner. »« Non, non, je n'ai pas ta poule, » hurla l'aubergiste en se sauvant, car il avait quand même très peur des coups du bâton. Jean lança « Bâton, tape !» Le bâton courut après le bonhomme, lui frappa sur le dos et lui tapa sur les épaules. Le bâton tapa, bing, bing, pan, pan. Le vilain aubergiste cria et se roula par terre, mais le bâton continuait de taper. Bing, bang, pa, pan. N'en pouvant plus des douleurs, l'aubergiste alla chercher la poule et la remit à Jean, qui arrêta le bâton et reprit la route. Mon cœur. En chemin, il rencontra 3 voleurs qui lui dirent: « Donne ta poule et tout est bien, sinon nous te pendrons. »
à la plus haute branche de cet arbre. Laissez-moi passer, dit Jean, ou je vous fais massacrer par des coups de bâton. Ah ah, dirent les voleurs, en riant. Nous allons le pendre. Bâton tape, cria Jean. Et le bâton s'abattit comme la grêle sur les épaules des voleurs. Les voleurs épouvantés s'enfuirent, poursuivis par le bâton déchaîné. Jean rappela son bâton et se remit en route. Il arriva chez ses parents et s'exclama joyeux. « J'ai tout rapporté, la nappe, la poule et mon bâton qui cogne quand je le veux. »« Voici la nappe, nappe, mets la table, lança Pierre. Aussitôt, la nappe s'étala et se couvrit de mets et de fruits appétissants. Jean sortit la poule de son sac et Jacques dit « Poule, ponds-moi de l'or. » Et la poule pondit 3 œufs d'or. Ce fut alors, dans la pauvre demeure, une soirée de réjouissance agrémentée d'un festin de roi. Pierre, Jacques et Jean avaient vraiment fait fortune. Ils rendirent la vie plus douce à leurs parents et tous les 5 vécurent heureux et contents jusqu'à la fin de leur jour. Voilà. Ici, il n'y a pas eu de tête coupée, rien du tout, Caro. Alors, l'histoire suivante. Il s'agit des contes traditionnels de Julie Falk. Ils se marièrent et il y a beaucoup d'enfants. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Bah, s'ils restent avec leurs parents, je pense pas, non. Ah, c'est bien, parfois, de temps en temps, les contes, ils changent un peu. Hein. Ne soyez pas insolent de la sorte. Oh. C'est ça. Exactement. Alors, l'histoire suivante, c'est une histoire que vous connaissez. Je suis juste curieuse de la découvrir sous la forme ici dont elle a été écrite. Cette histoire s'appelle Blanche-Neige. Vous connaissez cette histoire? Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois, d'ébène et causait. Et cousait. Pas du tout. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les flocons de neige blancs. Elle se piqua au doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang et aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme la neige, rose comme le sang, et ses cheveux étaient noirs, noirs comme de l'ébène. Elle l'appela Blanche-Neige. Non, elle cousait tout simplement. Elle ne causait pas, elle cousait. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était belle, mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique et quand elle s'y regardait, elle disait « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle du pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine,
vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente, elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Et quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir: Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle au pays? Celle-ci répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de la haine à son égard. Elle en avait d'ailleurs perdu le repos le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit: Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer. « Oh, cher chasseur, laissez-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et je ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit: « Sauve-toi, pauvre enfant. » Mais il songeait: les bêtes de la forêt auront tôt fait de la dévorer. Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut l'ordre de les apprêter et la méchante reine les mangea. Elle s'imaginait qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre fille, elle, était au milieu des bois, seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une belle petite table couverte d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux et 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés les uns à côté des autres et recouverts de drap tout blanc. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger les portions tout entières de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher, mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e enfin fut à sa taille. Elle s'y allongea et se confia à Dieu et s'endormit. Oui, il me semble que c'est le cœur, oui. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un était venu, car rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit: « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le deuxième: « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième: « Qui a pris mon pain ?» Le quatrième: « Qui a mangé de mes légumes ?» Le cinquième: « Qui s'est servi de ma fourchette ?» Le sixième: « Qui a coupé avec mon couteau ?» Et le septième: « Qui a bu dans mon gobelet ?» Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. « Qui a touché à mon lit ?» Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria: « Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. »
Mais le septième, quand il regarda son lit, y vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres qui vinrent très vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Seigneur, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli. » Ils en eurent tant de joie qu'ils ne la réveillèrent pas, et ils la laissèrent dormir dans le petit. Le septième nain coucha avec ses compagnons. 1 heure avec chacun, et la nuit passa donc ainsi. Au petit matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais ils la regardèrent avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Blanche-Neige. »« Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta l'histoire avec sa belle-mère qui voulait la faire tuer. « D'accord, d'accord. Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » D'accord, d'accord. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient et il fallait que le repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » Bon, attendez, je m'arrête. La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda « Miroir, miroir, qui est la plus belle au pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit alors que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle serait là, elle ne serait pas la plus belle au pays. Elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit « J'ai du bon à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, chère dame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la belle et de la bonne marchandise, répondit-elle, des corsets de toutes les couleurs. » Elle lui montra un tressé de soie multicolore. Tu peux bien laisser entrer cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. Elle déverrouilla la porte et acheta un joli corset. Enfant, dit la vieille, comment tu t'y prends? Viens, je vais te l'ajuster comme il le faut. Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corset, mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, dit-elle en s'enfuyant. Je connais cette version. On me l'a lue quand j'étais enfant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils vinrent leur chair blanche étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et vinrent que son corset la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet.
La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent: la vieille marchande n'était autre que la mécréante de reine. Garde-toi bien de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là. La méchante femme dit: miroir, miroir, quelle est la plus belle au pays? Et une nouvelle fois le miroir avait répondu: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Et quand la reine entendit ces mots, elle en fut bouleversée et elle sentit que son cœur allait s'arrêter. Elle comprit que Blanche-Neige avait retrouvé la vie. Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelques moyens pour l'empoisonner. Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne et elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les 7 montagnes en direction de la maison. Bonne marchandise à vendre, passez votre chemin. Je n'ai pas le droit d'ouvrir à quiconque, dit à Blanche-Neige. Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. Je vais te peigner gentiment. La pauvre Blanche-Neige ne se doutait de rien et laissa faire la vieille dame. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. Et voilà, dit la méchante femme, c'en est fait de toi, prodige de beauté. Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre. Ils trouvèrent le peigne empoisonné et dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et elle demanda: Miroir, miroir, qui est la plus belle du pays? Comme la fois précédente, le miroir répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Quand la reine entendit cela, elle se mit en colère. Il faut que Blanche meure, s'écria-t-elle. Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée, où personne n'allait jamais, et elle y prépara une pomme empoisonnée. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transportée, elle franchit les 7 montagnes pour aller encore une fois chez les 7 nains. Elle frappa à la porte, Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit: Je n'ai pas le droit de vous laisser entrer. Les 7 nains me l'ont interdit. D'accord, répondit la paysanne. J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. Non, dit Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. Aurais-tu peur d'être empoisonnée? Demanda la vieille. Je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge et moi, celle qui est blanche. La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche regarda le fruit avec envie, et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne résista pas longtemps. Elle tendit la main, prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine l'avait-elle mis dans sa bouche qu'elle tomba évanouie sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants et ricana et dit: Blanche comme neige, rose comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. Et quand elle fut de retour, elle demanda au miroir: Miroir, miroir, qui est la plus belle du pays? Celui-ci répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. Et son cœur jaloux trouva le repos
pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand au soir les petits nains arrivèrent, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Sans souffle, ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corset, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent, mais rien ne fit. Ils l'installèrent dans un cercueil en haut de la montagne et l'un d'entre eux monta la garde auprès de lui. Longtemps Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Et il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige, et il dit « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voulez. » Mais les nains répondirent « Nous ne le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Alors, donne-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur ses épaules de ses serviteurs, et comme il allait ainsi, l'un d'entre eux buta contre une souche, la secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Peu après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était à nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta et l'accompagna, et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage, et après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant son miroir et demanda « Miroir, miroir, joli miroir, qui est la plus belle au pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron, et elle eut si peur qu'elle en perdit la tête. Voilà. C'est un peu différent de ce que l'on connaît. Ça vient des contes traditionnels de Julie Faulk. Mais je connaissais cette histoire.